Nous sommes perdus, et pourtant, c'est précisément là que commence la possibilité de se retrouver. Chercher le sens de la vie paraît être un immense programme, du moins en apparence. Mais en vérité, cette quête est à la fois plus simple et plus audacieuse qu'on ne l'imagine. Comme souvent, tout commence par une histoire. Car c'est toujours une histoire qui sert de pierre fondatrice à la stabilité intérieure de l'être humain. Au départ, nous ne sommes que de petits bipèdes nus, dotés d'un cerveau bien trop puissant pour comprendre réellement qui nous sommes. Nous sommes projetés dans un monde infiniment plus vaste que ce que nous serons jamais capables d'embrasser. Un monde que notre esprit doit apprendre à filtrer. Filtrer, c'est choisir. Choisir ce qui, pour nous, a du sens. Je n'ai pas besoin de comprendre chaque événement de mon existence. J'ai seulement besoin de quelques points d'ancrage, ici et là, de quelques fragments, de quelques plaisirs ou opinions pour fabriquer ce que nous appelons un récit personnel. C'est sur cette première pierre que nous devons nous arrêter un instant. Chacun de nous fonctionne à travers un narratif intériorisé, ce que la psychologie jungienne nomme un sentiment du soi. Nous avons besoin d'une vision stabilisée du monde, d'une cohérence suffisamment solide pour traverser nos journées et donner une forme prévisible à notre réalité. Cette opération se déroule de manière inconsciente, que nous le voulions ou non. Elle structure notre manière d'apprendre, d'interpréter et de fixer la réalité dans un cadre que nous pouvons supporter. Comment me définis-je? Que gardais-je toujours à l'esprit? Comment est-ce que je définis l'existence? Voilà les 3 colonnes invisibles de nos récits intérieurs. Et ce petit mécanisme de fabrication de sens fonctionne à plein régime dès les premières années de notre vie, au moment même où se forme ce que nous appelons l'ego. C'est-à-dire à partir du moment où, enfant, nous comprenons que nous sommes une petite entité autonome, séparée du reste du monde. À partir du choc fondateur du « je suis », surgit toute une série de questions. Qui va prendre soin de moi? Comment obtenir l'attention de ceux qui m'aiment? Qu'est-ce qui me fait me sentir bien? En répondant progressivement à ces questions gigantesques, nous forgeons un premier narratif d'existence, avec ces motifs inconscients, que nous continuerons à porter, parfois malgré nous, tout au long de notre vie. Les questions qui donnent du sens à nos vies aujourd'hui ne diffèrent pas tant de celles de notre enfance. De l'ensemble de ces histoires personnelles se construit ce que nous appelons notre réalité, un assemblage de jugements, de croyances, d'inclinations particulières, un sentiment d'être qui donne cohérence et texture au monde qui nous entoure. Toute notre vie, nous donnons du sens au monde en nous racontant des histoires. Au cœur de notre psyché, il existe un petit narrateur égocentrique dont la seule fonction est de traiter l'immense flux d'informations que nous recevons chaque jour et de le passer à travers le filtre de nos récits intérieurs. Le rôle de l'ego est simple, rendre le monde prévisible et nous protéger du mieux possible. Et, soyons honnêtes, il accomplit plutôt bien sa tâche. Mais parfois, cela a un prix. Ainsi, lorsque nous disons « je ne trouve plus le sens de ma vie », qu'exprimons-nous réellement? Ce n'est pas tant que notre vie a perdu son sens, mais plutôt que le récit dans lequel nous vivons n'est plus satisfaisant. Nous ne savons plus vers quoi nous tourner. Le vide, l'ennui, la crise existentielle, le sentiment de dérive, tout cela ne naît pas d'une absence de sens, mais d'un mauvais sens, d'un sens qui ne nous convient plus, alors qu'il nous avait autrefois rassurés. L'erreur fondamentale de l'ego consiste à croire que nous pourrons traverser toute une existence avec un seul et même récit de vie, sans jamais nous lasser de nous-mêmes. Une partie de nous s'accroche désespérément à l'équilibre fragile que nous avons mis des années à construire, même lorsqu'il ne nous nourrit plus. Mais il faut le dire, la vie n'est pas faite pour servir notre petite stabilité intérieure. La vie est cyclique, mouvante, saisonnière. Et, qu'on le veuille ou non, il faut apprendre à se déplacer avec elle. Trouver le sens de la vie est donc une expression qui nous aide peu. Chaque fois que cette question refait surface, je te propose de la remplacer par « Qu'est-ce qui cherche obstinément à s'exprimer à travers moi ?» Voilà la seule vraie question. Comment suivre au mieux ce qui m'appelle aujourd'hui? Pour y répondre, il nous faut descendre dans les profondeurs de la psyché,
là où se trouvent les clés que nous refusons souvent de regarder. Si je mentionne maintenant le mot âme, quelles images te viennent spontanément? Beaucoup d'entre vous imagineront sans doute un halo blanc flottant au-dessus de nos existences, héritage de la théologie chrétienne et de ses symboles. Une sorte d'appendice spirituel greffé à l'être humain, une signature divine presque abstraite, éloignée de notre réalité quotidienne. C'est la vision chrétienne classique, et il ne serait pas étonnant qu'elle vous paraisse floue, nébuleuse. Mais dans la Grèce antique, et particulièrement chez Platon, l'âme était pensée avant tout comme un état spécifique de l'esprit, une force qui cherche à se manifester à travers nous, ayant certes une dimension spirituelle, mais profondément terrestre, vécue dans le corps, dans l'expérience, dans le mouvement intérieur. Le psyche, la psyché, était un potentiel, une énergie qui élève, un principe vivant, le fameux numineux, une direction, un souffle. On ne conceptualisait pas l'âme, on l'éprouvait, on la suivait, on répondait à son appel. Dans son ouvrage Living an Examined Life, le psychologue jungien James Hollis se concentre précisément sur ce principe du calling intérieur, l'appel intime de l'âme. Selon lui, nos conditions de vie modernes nous en ont dangereusement éloignés. Et c'est pour cela que nous nous sentons si souvent perdus. Pour Hollis, l'âme n'est pas un principe flottant, c'est une force indépendante qui dépend de chacun de nous pour s'accomplir. Ainsi, chaque être humain est tiraillé en permanence par deux forces. Le narratif personnel, les histoires que nous nous racontons, les convictions héritées, les rôles que nous avons adoptés pour survivre. Le soi profond, la psyché ou l'âme, une puissance souterraine dont nous savons très peu de choses, mais qui se manifeste avec insistance lorsque nous la trahissons, car quelque chose en nous sait que nous ne vivons pas comme nous devrions vivre. Et lorsque nous refusons obstinément cet appel intérieur, l'âme proteste. Et cette protestation se manifeste à travers la psyché, par la souffrance, par les symptômes, par les dérèglements, par le pathos. En d'autres termes, la psychopathologie est l'expression du cri de l'âme. Jung a consacré sa vie à cette idée. Selon lui, la majorité de nos souffrances existentielles viennent d'un éloignement du soi profond, d'une perte de nos instincts vitaux, sacrifiés au profit d'une vie empruntée, façonnée par nos conditionnements, nos peurs ou les exigences du monde extérieur. Lorsque nous rejetons l'appel de notre psyché pour maintenir un rôle désuet, alors s'installe lentement une atrophie du désir de vivre, d'abord une mélancolie légère, puis une tristesse persistante, puis parfois une véritable dépression. Le problème apparaît lorsque nous perdons notre souveraineté intérieure, lorsque nous cessons d'être ce qui cherche à naître en nous et devenons simplement ce qui nous est arrivé. Nous passons d'un « je suis ce qui tente de s'exprimer » à un décevant « je suis ce qui m'est arrivé ». Alors nos vies basculent en mode passif, en état par défaut. Pour Jung, nos troubles ne sont rien d'autre que la révolte de notre être intérieur, lassé de la manière dont nous conduisons nos vies extérieures. Le soi cherche toujours à se manifester, mais il est écrasé sous des montagnes de narratifs hérités. Et si l'âme ne trouve pas une voie d'expression, elle la percera autrement, souvent par la douleur. La question devient donc, comment faire de la place en nous pour le soi? Comment ouvrir un espace où l'âme peut enfin respirer? Il existe une vérité étrange, presque inconfortable, sur l'esprit humain. Nous savons exactement ce que nous devrions faire pour être plus heureux. Inconsciemment, nous connaissons la direction intérieure, même si nous ignorons où elle nous conduit. Nous savons quand nous nous trahissons. Nous savons quand nous nous honorons. Sartre disait que l'être humain possède parfois une lucidité tranchante sur lui-même, mais qu'il la contrebalance par un talent exceptionnel pour l'auto-illusion. Presque toutes nos décisions d'aujourd'hui sont les conséquences de nos histoires d'hier. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Souvent, nos dérives existentielles viennent d'un conflit entre les désirs de l'ego, façonnés par le passé, et ceux de la psyché, qui appellent autre chose. Nous sommes littéralement écartelés entre deux forces. L'auteur raconte « Une partie de mes désirs conscients vient de mon narratif d'enfance, des dynamiques familiales, des premiers liens affectifs.
Tout cela me pousse vers la sécurité, vers le prévisible, vers ce qui est rassurant, mais rarement vers ce qui est vivant. Et pourtant, depuis quelques années, une autre force, plus chaude, plus ardente, essaie de s'exprimer en moi. Elle m'entraîne vers des décisions plus audacieuses, parfois imprévisibles, mais qui nourrissent une joie profonde que la sécurité n'a jamais su m'offrir. Dans Revisioning Psychology, James Hillman écrit cette phrase magnifique. « Ce que je suis devenu est aujourd'hui mon plus grand obstacle. Il n'y a rien de plus difficile que de s'extraire volontairement de l'histoire personnelle que nous avons mis des années à construire pour se diriger ailleurs. Nous bâtissons des récits pour survivre, puis nous devenons prisonniers de ces récits. Et un jour, il nous faut les dynamiter, démolir ce qui nous a autrefois protégés, déconstruire ce qui nous a permis d'avancer, accepter de perdre une identité familière. Pourquoi ? Parce que la psyché l'a décidé. Car une loi universelle dit ceci, ce qui a commencé à éclore en toi ne régresse jamais. Si un germe s'est éveillé, la seule question est, combien de temps encore vas-tu l'ignorer ? Sortir de la chrysalide est terrifiant. Mais l'âme n'a qu'un but, t'en faire sortir. Pour James Hillman, la métamorphose de l'existence consiste à accepter d'occuper davantage d'espace, à reconnaître que nous vivons trop souvent dans un cadre étriqué, trop petit pour la personne que nous sommes en train de devenir. Il ne s'agit pas d'un caprice narcissique. Ce n'est pas l'ego qui réclame l'expansion, mais le soi. En revanche, s'accrocher à d'anciens rôles par peur du changement, répéter éternellement les mêmes schémas, se plaindre de l'insatisfaction tout en s'y enfermant, voilà ce qui relève véritablement de l'égotisme. Je vais te dire quelque chose. Le temps qui s'écoule entre ton ancien toi et ton nouveau toi signifie une seule chose. Tu te connais encore trop bien pour te permettre de devenir quelqu'un d'autre. Pourtant, tout ce qui concerne ton esprit, ton sens de la vie, ton orientation intérieure, tout est déjà là. Renonce à gagner. Laisse-toi vaincre par les exigences de ton âme. Abandonne la lutte contre cette présence mystérieuse qui sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Laisse tomber les armes. Ce n'est pas toi qui mène la danse. T'opposer ne fait que retarder l'inévitable, prolonger la douleur, sans récolter les fruits mûrs qui t'attendent. Nous passons l'essentiel de notre existence à nous adapter à notre environnement. Aujourd'hui, plus que jamais, dans une société tournée vers l'extérieur, ignorante de son monde intérieur. Nous traînons avec nous des systèmes de défense hérités de l'enfance, des peurs archaïques qui n'ont plus de raison d'être, alors même que nous sommes désormais parfaitement capables de les affronter. Peur de l'abandon, peur du manque, peur du conflit, peur d'être trop ou pas assez, peur de l'échec, peur de l'intensité émotionnelle, peur du chaos, de la séparation, du mensonge. Trouver un sens à sa vie commence par un immense travail d'auto-analyse. Un tri radical, une relecture honnête de soi-même. En avançant dans l'âge, je me rends compte que la qualité d'une existence dépend de plus en plus de notre capacité à répondre avec sincérité à certaines grandes questions, même si ces réponses ne flattent pas toujours l'image que nous avons construite. Tu peux trouver tes propres questions, mais je t'en partage quelques-unes qui fonctionnent pour moi. Prends le temps de méditer dessus, cherche la clarté, ose l'honnêteté. C'est là que tout se joue. Dans quel domaine refuses-tu obstinément de grandir ? De quelle réponse extérieure espères-tu encore un salut qui ne viendra jamais ? Quelle partie de ta vie aimerais-tu déléguer à quelqu'un d'autre pour ne plus avoir à l'assumer ? Quels sont tes schémas répétitifs, ceux dans lesquels tu retombes encore et encore jusqu'à t'y être presque habitué ? Répondre sincèrement à ces questions n'a rien de glorieux. C'est même déstabilisant. Le chemin vers soi n'est pas une grande épopée héroïque. C'est un parcours d'humilité, brut et nécessaire. Personne ne peut te dire comment vivre ta vie. Personne ne peut définir ta trajectoire intérieure. La meilleure chose que tu puisses faire, une fois tes fantômes éclairés, c'est de te mettre au service de ton mystère personnel. Et, à force d'efforts, tu découvriras des phénomènes étonnants, des forces qui semblent t'œuvrer en ta faveur chaque fois que tu honores les murmures de ton âme. Tu comprendras doucement que tu n'es pas défini par tes limites inconscientes, ni par ton désordre psychique. Tu es défini par ta quête,
Ta recherche inlassable du lumineux, du mystérieux, de ce qui brûle et éclaire tout à la fois. Parce qu'en vérité, il existe deux courants, celui qui vient de l'extérieur et celui qui vient de l'intérieur. Et plus tu apprendras à distinguer la nature du courant qui te traverse, plus tu te surprendras à prendre des décisions vertueuses, alignées, vivantes. Nous avons peur de nos profondeurs. Mais si tu réfléchis 2 minutes, ce qui est vraiment terrifiant, c'est le silence. Le silence d'une civilisation qui a transformé ses dieux en concepts et ses concepts en actes matérialistes, vides, égocentrés. Voilà ce qui devrait réellement nous effrayer. Le silence, la plainte, l'écho, l'absence de rêve, la mort intérieure. Pour conclure, Jung disait « Le principal péché de l'homme est de demeurer étranger à son propre monde intérieur. Il existe 1000 façons de mourir, mais la mort n'est que l'une d'elles. Ce qui tente de prendre forme en toi ne sera jamais facile. Il te faudra du courage, un peu d'irrationalité et beaucoup d'intégrité. Mais je te le promets, c'est un chemin qui en vaut infiniment la peine.